Antibes, vous y êtes venu en 1945-46. Qu'est-ce que vous aviez fait avant? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Vous étiez sculpteur, ça on le sait. Oui, j'ai travaillé un peu avec Zadkine, oui, pour son Orphée. Et puis vous connaissiez beaucoup de poètes, Robert Desnos, on m'a dit. Oui, c'est Robert Desnos qui m'a introduit auprès de Picasso. Je suis allé le voir et je l'ai revu plusieurs fois. Et ensuite, on s'est retrouvés après la guerre à Golfe-Juan. Ça, c'est amusant parce que c'est un collier avec un morceau de côte de bœuf et sur lequel Picasso avait gravé comme une espèce de faune féminin. Qu'est-ce que je porte là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du mimosa ou quoi? Pour parler de Picasso en 1946, avec nous dans ce cas, il y a, on est bien content de le saluer, Michel Simard. C'était une époque très heureuse, c'était la joie de vivre. Après la guerre, Oui. on croyait qu'il n'y en aura plus de guerre. Et d'où reveniez-vous? On le dit ou on le dit pas? Et c'était dans les camps de la mort. Oui. Oui. Il sortait vraiment de l'enfer, il sortait d'un néant. Et je pense que ce qui a été bien, c'est qu'en fait, Picasso et moi, d'une manière différente, parce que Picasso, comme un homme qui était justement déjà mûr, puisqu'il avait 64 ou 65 ans à cette époque-là, et moi qui en avais 24, qui était plutôt de la génération de Michel Simard, on lui a donné un sol sur lequel il pouvait se tenir debout à nouveau. Il y avait une espèce d'appareil, presque un daguerréoscope, avec un appareil à souffler, il fallait mettre Ah un oui, voile avec noir. un pied, un voile noir. C'est ça, Ne je bougez l'ai plus, toujours. de toute façon, on va sortir. Oui, j'ai toujours cet appareil. Ah, vos oui, photos, vous les avez faites avec cette chose oui. préhistorique. Avec des plaques, oui. Oui, c'est magnifique, une photo d'ailleurs. formidable. C'est des grandes plaques. Des 9-12. 9-12, bah oui, Ouais, ouais. ça prend bien l'image. Pablo nageait vertical. Oui, ça c'est vrai. On n'avait pas d'obturateur, il fallait faire de la pose. Sur la plage, on a trouvé un morceau de bambou tout à fait la grosseur de l'objectif. On l'a scié, on l'a peint en noir dedans et ça servait comme obturateur. Cette année-là, en juin, il faisait une chaleur absolument invraisemblable à Paris, donc on a commencé à vouloir aller à la campagne, quelque part. Et donc, on a repensé à ce petit appartement de Louis Fort, à Golfe-Jean. Et il faut dire que c'était franchement pas possible de travailler là, ni pour Picasso, ni pour moi, parce qu'enfin, si, on a fait des dessins, mais il n'y avait pas de place. Nous avons retrouvé Picasso à Golfe-Jean. Il était avec François Gillot, sa compagne, et il m'avait demandé où j'ai habité, qu'est-ce que je faisais. Et je lui ai dit que j'habitais chez Dore de la Souchère, qui était conservateur ici de ce musée Grimaldi. Ah, il m'a dit, j'ai visité hier et je voudrais bien, dis donc, faire un dessin de... Il y a une pierre phallique. Dans ce musée, à part quelques souvenirs de Napoléon Ier à cause de son débarquement à Golfe-Jean pour les 100 jours, il n'y avait pas grand-chose, sauf que Dore de la Souchère, comme il était professeur de grec et de latin, avait tâché de trouver des choses réellement antiques. Alors, parmi les choses antiques, il y avait une pierre sculptée qui avait donc un phallus
érigé plus des petites clochettes et différents petits objets du phallique également. Je me souviens plus exactement, mais enfin, en tout cas, c'était certainement gréco-romain. Alors nous sommes retournés, on est allé voir, même sans rien dire à Georges de la Souchère, nous sommes revenus ici et quand on est revenu sur les lieux, il a trouvé, oh, il dit voilà c'est formidable, là, au deuxième étage, quel chouette atelier, ben, je lui ai dit bah, choisis, installe-toi, je suis chez moi un peu. Début septembre, hein, sont arrivés donc Michel Sima à bicyclette et Georges de la Souchère également à bicyclette. Tous les deux nous ont trouvés sur la plage de Golfe-Juan. J'aime mieux vous dire qu'à cette époque-là, la dissemblance justement entre Georges de la Souchère et Pablo était complète. Il n'y avait rien qui semblait pouvoir... Alors que ce qui est amusant, c'est que, à mon avis, Georges de la Souchère avait une amitié sincère pour Michel Sima. Et il était aussi enclin à écouter ce que lui disait Michel Sima, ce qui est amusant puisque, si vous voulez, dans cette affaire, Michel Sima lui-même semblait n'avoir aucun pouvoir d'aucune sorte, hein, mais en réalité, il avait le pouvoir de la parole parce que c'était lui qui, en fait, faisait tourner les roues, enfin, dans le sens où il avait envie que ça se passe. Voilà. Donc c'est quand même ce premier jour-là que finalement, au bout d'une conversation qui a duré peut-être plus d'une heure, finalement, Georges de la Souchère a compris de quoi il était question et a proposé une des salles du musée à Picasso pour pouvoir y travailler. Et du coup, Picasso a dit oui, alors si je viens travailler là, je ferai quelque chose pour le musée. Dans le projet de rénovation qui a été mis en place ici avec la ville d'Antibes, la restitution du volume initial de cet atelier était pour moi fondamentale parce qu'au cours du temps, cette pièce elle avait connu des affectations successives. On y présentait d'autres artistes, pas forcément Picasso, mais on y présentait aussi Picasso, puisque dans cette pièce, il y a les clés d'Antibes. Les clés d'Antibes qu'il a faites sur le mur même hein, de la pièce quand on rentre à droite, donc côté ouest, par définition, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a assigné l'atelier Picasso. Et ça, pour moi, ça avait une signification absolument majeure. Et il fallait absolument, non seulement que Picasso revint dans cette salle, mais qu'en plus, qu'on redonne à la salle la volumétrie qu'il avait connue. Et c'est pour ça que, comme un des signes majeurs de toute cette histoire de la rénovation, on a enlevé ce mur qui avait été mis dans les années 70 pour faire un espace qui était devenu un espace de réserve, pour que la pièce respire, retrouve toute sa surface, retrouve la fenêtre sur la mer côté est, retrouve la petite fenêtre qui était côté ouest, et retrouve finalement l'espace même que Picasso, Sima, avait connu. Allez-y, descendez doucement, hein, doucement, voilà, doucement, super.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit coup de brosse là? C'est quoi ça? C'est noir? C'est juste le. C'est juste normal. Le silicone et la mousse qui permettaient d'avoir la distance par rapport. Non mais c'était bien. On n'était pas en contact. Bah ça fait plaisir de les revoir. Oui. Hein? Ils se reconnaissent pas. Ils ont plus d'espace. Je crois que le lieu avait aussi quelque chose de très attirant, le lieu lui-même, parce que si on voit le château Grimaldi à Antibes, premièrement, il est très bien situé, il domine la mer, avec la lumière méridionale là-dessus, sur cette couleur de pierre très, très claire. C'est quand même très beau, et le bâtiment lui-même était assez simple. Franchement, je pense vraiment à l'idée du renouveau, à l'idée de retrouver des valeurs plus solaires, de retrouver la paix quand même, et une paix qui est la paix que vous donnent les éléments, enfin, c'est-à-dire la terre, la mer, les choses les plus simples. Hein. Face à cette Méditerranée qui a quand même une lumière absolument spéciale, de retrouver là la paix, pas la paix comme la fin de la guerre, mais la paix comme un commencement. Et on s'est installés tous les trois et il voulait commencer à travailler, mais il n'y avait rien sur quoi peindre à l'époque. Je lui ai proposé de faire un moulage de cette pierre. Ah, il faut en parler de cette pierre. Oui, oui, parce que là, c'est le départ finalement du musée. Ici, il n'y avait pas de marchand de matériaux. On est allé à Cannes chez un nommé Lantéry, qui travaillait pour les monuments historiques. Enfin, Alors on est allé chercher du plâtre. Et en regardant, en fouillant partout, on a trouvé, il y avait 8 plaques de fibrociment. Il a dit, mais on pourrait peindre dessus. Sur la voiture de tableau, on ne pouvait pas charger ces plaques de fibrociment. Ah oui, c'est pas assez grand. C'est trop grand et très lourd. Alors il fallait une camionnette et tout était rare. Il fallait... Comment transporter le Oui, fibrociment? pour transporter. Bon. Alors camionnette, quand même? Pas de camionnette? Si, camionnette. Si, la camionnette de l'entrepreneur. Je crois même qu'il marchait encore au gazogène. Ah voilà, au gazogène de la guerre, oui. Enfin, on a livré ces plaques, on les a montées au deuxième étage et il fallait traiter le fibrociment, sinon le fibrociment attaque la peinture. Alors on a passé à la chaux et ensuite on peut peindre. Parce que les matériaux, ça a l'air de rien, mais malgré tout, il n'y a pas d'œuvre d'art sans un minimum de support matériel, quel que soit celui qu'on choisit. Donc là, on est vraiment mi-septembre. Hein. On a la facture qui doit dater du 15 septembre. Et ces panneaux, ces 6 panneaux, c'est très simple. Hein. Ça va être la joie de vivre, la nature mortelle et guerre, le triptyque, 3 panneaux, et le nu couché au lit blanc. Et donc voilà, on a les 6 panneaux de fibrociment commandés qui vont donner 6 des peintures les plus importantes réalisées par Picasso ici. Picasso va donc travailler 2 mois, grosso modo entre la mi-septembre et la mi-novembre 1946 dans cette pièce. À ce moment-là, ni à Antibes ni à Cannes, il y avait une des choses qu'on ne trouvait certainement pas, c'était des toiles sur châssis pour peindre. Il n'y en avait absolument pas. Alors Pablo, qui avait toujours le sens des réalités, a dit, mais enfin, comme on est tout près du port, je suis sûr qu'il y a des contreplaqués et des choses comme ça, on va aller voir au port. Alors donc, du musée, c'est tout près, il n'y avait plus qu'à descendre la rue jusqu'au port. Et sur la route, entre le musée et le port, il y avait des tas de boutiques où on pouvait trouver des peintures pour bateaux, sans doute des contreplaqués. Enfin, en tout cas, tout ça, on était toujours avec Michel Simak, que Pablo avait chargé d'être comme son ministre de l'Intérieur, si on peut dire. Et c'était donc finalement Simak qui se chargeait des démarches.
En fait, chez Sima, il y avait sûrement un aspect qui devait plaire à Pablo parce qu'il y avait quelque chose de l'arlequin chez Sima. Sa personnalité, c'était une personnalité d'arlequin. Et Pablo, en plus, il était dans l'action s'il s'agissait de la peinture, mais pour le reste, rien. Il ne faisait rien lui-même, non. Le Deus et Machina, c'était Michel Sima. C'est vraiment amusant parce que d'un certain côté, en même temps, il était très discret et il ne prenait pas trop de place non plus, mais il avait cette espèce d'esprit de provoquer que les choses se passent. J'ai rarement vu quelqu'un avec ce genre de qualité-là. Quelqu'un qui en plus était complètement altruiste parce que pour lui, qu'est-ce que ça faisait? Rien. Hein? Et il y passait tout son temps. Franchement, il y passait tout son temps parce que, vous savez, Picasso était très exigeant. Alors quand Picasso voulait je ne sais plus quoi, c'était pas quelque chose d'autre, il fallait le trouver tout de suite en plus. C'était toujours Michel Sima qui ramassait tout ça. Oui, oui, c'est lui qui fournissait tout. C'est ça qui c'est rigolo. Il participe aux conditions matérielles de l'élaboration de l'œuvre. Hein. Il va chercher des projecteurs de cinéma, enfin des lampes, au studio La Victorine à Nice, parce que l'atelier est dans une pièce orientée d'une part à l'est et d'autre part au sud. Là, on est quand même à l'automne, hein, les fenêtres, elles sont pas grandes, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, clairement. Du coup, à partir du moment où on peut dire que Sima a fait la mise en lumière de l'espace, comme il avait cette pratique de photo parallèle à son travail de sculpteur, il s'est peut-être dit que, ben voilà, un photographe, il commence par faire la lumière, un cinéaste aussi, et ensuite il fait l'image. Est-ce que votre modèle se prêtait à cela? Parfaitement bien, il était très sage. Est-ce qu'il lui arrivait de mettre en scène les photos en disant « faut que je me mette là, à côté à Non, côté. non, non, pas du Non, tout. du J'ai tout. dit regarde ici, regarde là. Voilà, et tout était bien. Est-ce qu'il y a des moments où il ne souhaitait pas que vous fassiez une photographie de la toile en cours et d'autres où il vous disait c'est maintenant qu'il faut la photographier, elle Non, n'est pas non, finie. non, il me laissait faire Vous tout étiez ce libre. Non, ce que non, vous non, vouliez. c'était le maître de la liberté, comme disait Paul Éluard, Picasso, etc. Vous interveniez quand vous vouliez, donc. Exactement, oui. Mais il ne fallait pas le déranger dans la journée, c'était en fin de journée. Sur la roue, attention. Ça, on fait faire, ça va. Hein? Tu as le verres en même temps? Ouais, en même temps, ouais, t'inquiète. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou pas? Allez, on continue, on continue. Soulage, Gabi. Continue. Allez. Allez, dans l'atelier. Bah, l'idéal, ce serait que vous veniez un petit peu plus près du mur, parce qu'on en a pas mal et on va pas toutes les tenir sinon. On laisse laisser un passage d'homme juste. C'est bon là? Ok. Allez, on y va. Voilà. Ok. Bon, il y en a 5 autres.
C'est bon. Bon. Attention, ouais, c'est bon. Non, il n'y a pas de poignée là. Dans les fibrociments, c'est sans doute la nature morte à l'aiguière et à la sole et à la bouteille qui a dû être réalisée en premier. Bon, il y a plusieurs photos de Sima où on voit Picasso devant cette nature morte, et c'est vrai que sur pratiquement la totalité d'entre elles, il est torse nu, donc on sent qu'il fait encore bon dans l'atelier, et ça peut corroborer effectivement un climat plutôt de septembre. Il y a un autre élément aussi qui, moi, me paraît intéressant par rapport à cette œuvre, c'est que c'est la seule pratiquement dans laquelle il a gardé des éléments du panneau de fibrociment en réserve, c'est-à-dire sur lesquels il n'a pas peint. Je pense que c'est aussi un indice du fait qu'il est dans le matériau là, pour une des premières fois en tout cas à Antibes, et que ce côté granuleux, ce côté un peu gris-ocre de la plaque brute l'intéresse, et l'intéresse tellement qu'il la laisse donc en réserve à certains endroits. Bon. Alors, non, l'idée, pour le moment, on va laisser celui-là à peu près là, et on va rapprocher les deux autres. Hein. Mais, ouais, on va démarrer comme ça. Parce que la question, c'est de savoir si je mets autre chose sur le mur ou pas. Il faut qu'il prenne son vrai volume. Voilà, c'est bon. À nouveau, Michel Sima avait été à la Victorine, enfin, ça c'était à Nice, l'endroit où il y avait les studios de cinéma. Picasso voulait des fusains, mais du fusain on n'en trouvait pas, il n'y avait rien. Alors il a trouvé justement des pièces de charbon qui avaient servi pour des grandes lampes à arc ou je sais pas quoi. Il a ramené ça, et en effet, c'était très bien parce que c'était très costaud, et pour dessiner sur les fibrociments, c'était parfait. Oui, ben oui, parce qu'en effet, une fois qu'ils étaient tous les trois, il a dû être fait en premier. Alors, du coup, il était trop grand pour celui-là, en tout cas. Il a bien fait de le réduire, là, oui. Puis c'est beaucoup plus beau, ça, c'est plus synthétique, là, franchement. Là, c'est plus naturel, mais là, c'est beaucoup plus beau, là. Entre le premier et ça, alors il y a une étape intermédiaire où il est encore beaucoup plus petit, c'est drôle. Alors du coup, il était trop petit. Vous voyez, ça c'est l'étape intermédiaire où on voit encore la trace du très grand, et on voit ça. Et en fait, le final, c'est beaucoup mieux réussi, là. Ben justement, c'est drôle, là, quand il gagne de l'espace, c'est intéressant à voir. Hein?
Dans un tableau, si vous n'avez pas quelque chose qui permette d'imaginer, si vous voulez, une certaine... un espace plus grand que celui qui est celui du tableau lui-même, mais que ce tableau, cet espace est donné. Et là, il y a vaguement une espèce d'arche ou de quelque chose. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que les deux autres ont été laissés dans leur état premier et que c'est celui-là sur lequel il s'est justement, il a passé plus de temps et tout ça. Il a laissé documenter son travail, Picasso, mais rarement, et dans des occasions vraiment très particulières, et avec des gens en qui il avait une totale confiance. Sima, c'était le cas. Donc je pense qu'il a accepté finalement que Sima soit là, quand il était là. Tout ça fait que on a une chose rarissime finalement, cette possibilité magnifique que nous donne Sima de pouvoir nous dire qu'à un moment donné, nous aussi on était là. Et que ce qui s'est passé dans cette pièce, on en est les témoins grâce à ces photos. Quand on est dans des photos qui sont où Picasso est en général seul ou avec Françoise dans un endroit de l'image, ce qu'on voit très bien, c'est finalement ce qui peut se passer là où on n'est pas invité d'habitude, c'est-à-dire dans le lieu même où se fait l'œuvre. Il y a les magiciens, il y a les peintres, il y a les artistes, et puis après il y a les gens qui vont regarder ce que les créateurs, ce que les artistes ont créé. Mais on est rarement en situation d'être là au moment où ça se fait. Et d'ailleurs, c'est normal parce que on n'a pas à être les témoins de ça. Je veux dire, la création, c'est quelque chose d'infiniment intime, qui nécessite une grande concentration. Et on ne peut pas être dans la même concentration si on a un témoin ou si on est seul face à sa création. Mais ces photos, justement, elles nous permettent de toucher quelque chose de ça, de toucher quelque chose de ce moment où Picasso regarde une composition qu'il vient de faire. On a la concentration de Picasso assis, l'œuvre est au sol, il la regarde. Et voilà, on ne devrait pas être là, mais bon, grâce à cette photo, on a cet instant. Et je trouve que ça apporte, par rapport à la contemplation de l'œuvre après, dans la salle où elle a été peinte et où elle est aujourd'hui accrochée, je trouve que ça apporte une dimension, si vous voulez, de perception, de sensibilité fondamentale. La vie de Picasso était toujours la même, qu'il soit à Paris ou n'importe où ailleurs. C'est que le matin, il se levait assez tard, puisque le matin, il est toujours pessimiste. Et qu'il disait, ça vaut vraiment pas la peine d'être vivant, et j'en ai marre, et ceci et cela. Alors, il fallait déjà arriver au moment où il avait quand même envie plus ou moins de vivre la journée suivante. Et puis, après ça, donc on allait sans doute prendre un bain à la plage de Golfe-Jean. Assez tard, on allait déjeuner. Jamais Picasso ne travaillait le matin, ça je peux vous dire. Alors l'après-midi et le soir, même le soir tard, on pouvait être là, mais pas le matin. Donc Picasso travaillait là l'après-midi et le soir. Cette année-là, il n'y avait presque personne. Il y avait un prisonnier de guerre allemand qui était en train de nettoyer la plage de Golfe-Juan. Il était là avec un râteau et un balai. Et un jour, sûrement François Gillot était indisposé, enfin elle n'est pas venue. Nous étions tous les deux en train de chercher des petits galets pour... Nous avons gravé des petits galets. Bon. Ouais. Et à un moment donné, j'ai eu juste le temps de le sauver parce qu'il allait ramasser, vous voyez, quelque chose comme une assiette recouverte de sable. Il s'est penché pour le prendre et j'ai eu le temps de l'attraper par son maillot de bain et je l'ai fait tomber à l'arrière. Nous sommes tombés à l'arrière tous les deux, c'était une mine. Je me suis demandé si le prisonnier ne l'avait pas laissé volontairement. Enfin, ça, on ne le saura jamais. En tous les cas, après on a déminé, on a rendu cette mine, on a signalé ça à la police d'abord. Je comprends, oui. Il n'y aura pas eu de musée ici, ni Sima, ni Picasso. Voilà. Ouais.
Alors il s'est mis à peindre. D'abord, c'était la joie de vivre. Cette grande toile. Il y a 3 personnages et les petits animaux, c'était 2 enfants qui jouaient sur la plage. Et les personnages, c'est toujours les mêmes. C'était Françoise, Picasso et moi. Comme il travaillait énormément sur cette grande toile, et elle se transformait tous les jours. Malheureusement, les plaques étaient aussi rares à l'époque. Autrement, on aurait pu le faire davantage, comme un dessin animé, on aurait pu suivre ça. Mais enfin, quand même, nous avons obtenu quelque chose de pas mal. C'est lui qui a voulu poursuivre les états de l'évolution de cette peinture. Le tableau qui s'appelle La joie de vivre est passé par différents états. Et dans certains états, c'était presque mieux qu'à la fin d'ailleurs. Ce tableau-là, je ne sais pas pour quelle raison, il l'a surtravaillé. Il a travaillé trop, si bien qu'à la fin, il a perdu de la spontanéité. Et je trouve il était moins bien qu'à un certain moment. Oui, alors là, par exemple, le personnage au centre, c'est-à-dire la danseuse, devenue extrêmement alambiquée, hein, alors que c'était beaucoup plus joli comme une... Comment on appelle ça? Une amphore, vous voyez? Regardez, par exemple, il est absolument évident que cette falaise-là aide à donner un sentiment d'espace à tout le tableau et que le fait que le bateau à gauche est une espèce de lumière triangulaire, ces 2 choses-là créent un espace beaucoup plus important que là où ça s'aplatit sans que ça donne quelque chose de plus. Et puis même l'animal qui est sur le côté, celui-là, oui. Celui-là aussi, moi, je l'adore pas à la fin. J'aimais beaucoup mieux ça quand c'était dans cet état-là, voilà. Il l'a, en quelque sorte, martyrisé. Ça arrive à tout le monde. Et Picasso, finalement, en général, moi, je trouve qu'il est mieux quand il ne surcharge, enfin, quand il ne s'énerve pas, quand il n'en fait pas 10 fois le tour, non. Oui, ben moi, je l'aime beaucoup mieux comme ça. Il y a plus d'espace. C'est beaucoup plus libre, c'est plus spontané. Tout ça est évidemment un hymne à la Méditerranée, à la mythologie méditerranéenne, à l'amour de Picasso pour cette jeune femme, Françoise Gillot, qui lui annonce donc qu'elle est enceinte de lui pendant ce séjour à Antibes. Donc recréation après les années sombres de la guerre, nouvel élan créatif avec la vie qui renaît, qui reprend ses droits, quelque chose d'éminemment évidemment fort et porteur pour Picasso, puisque à la fois dans sa vie d'homme et dans sa vie d'artiste, il y a quelque chose qui redémarre en force à ce moment-là, une espèce de renouveau. Et tout cet ensemble de choses fait qu'effectivement, ce tableau est une sorte finalement de concentré de ce que Picasso va faire pendant son séjour d'Antibes. Mais concentré, mais pas total et pas complètement synthétique, puisqu'il y a une partie au moins aussi importante de sa production qui n'est pas du tout figurative ou mythologique, mais qui est beaucoup plus cubiste, avec des nus, avec des natures mortes, où il n'est pas question de faune, où il n'est pas question de nymphes. Vas-y, on reste. Il y avait une personne qui est venue 1 ou 2 fois, en 1946, c'était Madame Cutely. Il y avait aussi Jacques Prévert, qui venait avec sa femme, son enfant. Et Paul Éluard, avec Nouche, sa femme. Il m'a dédicacé un de ses livres, Le modeleur de métier aimé. Voilà.
Alors tout ça, c'est montré dans les... Et chaque fois, il y avait une photographie que vous faisiez. Ah oui, quand... Hein, c'était oui, ça oui, aussi. Parce oui, que non oui. seulement votre travail, c'était de prendre Bien sûr. l'évolution des peintures, mais c'est aussi de photographier les amis qui venaient de façon à faire durer cette rencontre. Et dans Oui, le cas- non, mais lui, il avait sûrement une idée parce qu'il voulait qu'on fasse un album de cette histoire. Sûrement. Paul Éluard en pantalon long qui fume une cigarette avec un porte-cigarette. Quel chic. Mais à ce moment-là, il n'y avait franchement personne. Hein. C'est ça qui est tellement drôle. Cet été-là, en effet, mais fin septembre, je pense, Paul Éluard est venu avec Nouche, qui allait mourir un mois ou deux après. Hein. C'est extraordinaire qu'il ait mis justement à ce moment-là quelque chose comme le mot qu'il a mis modeleur pour Sima, parce que franchement, la plupart des gens n'auraient rien vu. L'avantage d'un vrai poète, c'est qu'il a vu quelque chose. Voilà. Je trouve que c'est très beau, hein, cette formule. D'ailleurs, j'admire énormément les poèmes de Paul Éluard parce que justement, il avait une façon de trouver toujours la synthèse, une simplicité extraordinaire, mais qui enfermait tout en elle. Il y avait Georges Sadoul, celui qui était spécialiste du film, donc de la Souchère, sa femme, Picasso et moi. Et moi, j'étais coiffée d'un couffin retourné, vous voyez, parce que justement, ça, c'était mon côté moderniste, c'est-à-dire que je trouvais qu'il fallait se transformer les objets, vous voyez. Dans cet ensemble d'Antibes, il y a un autre aspect, c'est tout ce qui est inspiré finalement par la vie à Antibes, quoi, tout simplement. La vie dans un petit port de pêcheurs au milieu des années 40. Donc il y a ces deux pêcheurs sur panneau qui sont assez extraordinaires, sur lesquels il a pas mal travaillé aussi, en particulier au niveau du visage. D'habitude, c'était sur les châssis, mais peut-être s'il voulait avoir quelque chose une teinte complètement plate pour être sûr. Ah oui, que ça ne coule pas. N'oubliez pas que c'était des peintures de bateau, donc très liquides par elles-mêmes, pas comme quand on a une normale peinture à l'huile qui sont plus consistantes. Et puis le gobeur d'oursin, là, qui est un cas un peu à part, puisque le gobeur d'oursin, il l'a réalisé sur un tableau préexistant, c'est-à-dire que là, il a été récupéré dans les réserves de la Souchère plusieurs toiles sur lesquelles il a repeint, et donc le gobeur d'oursin est l'une d'entre elles. Donc c'était un militaire en grand uniforme et avec toutes ses décorations. Et donc Picasso a beaucoup aimé, je pense, repeindre sur les décorations de ce militaire un personnage en train de gober un oursin avec l'aide de son couteau. La femme aux oursins, j'en ai fait même des dessins moi-même parce qu'elle existait, la femme aux oursins. C'était à Golfe-Juan. Et puis elle était petite, ratatinée. Et elle avait un côté ridicule avec une casquette. Mais ça plaisait à Picasso parce qu'elle avait un côté nain. Il aimait beaucoup les gens qui avaient des défauts physiques, si vous voulez. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est ce qui reste. Parce que ce qui est fondamental, c'était ça. Et ça, c'est déjà trouvé là. Ça ne change pas, vous voyez. En fait, elle prenait trop de place. C'est beaucoup plus beau avec du vide, là. Donc, je veux dire qu'il y a un progrès depuis ça jusque-là. Là, il ne reste que l'essentiel. Ce que montrent aussi très bien ces photos, c'est que, comme il le faisait toujours, comme il l'a fait ici à Antibes, Picasso travaillait pas sur une œuvre du matin au soir, et puis le soir l'œuvre était terminée, puis le lendemain il commençait une autre œuvre. Non, comme tous les artistes, Picasso créait, et puis laissait reposer, et puis regardait à nouveau, et puis modifier ou ne modifier pas. Bon. Et c'est l'ensemble de ces éléments mélangés qui permettent d'établir non pas une chronologie précise, mais de montrer que ce temps de la peinture dans l'atelier d'Antibes est un temps mêlé où les œuvres
cohabitent en fait dans leur création et que voilà, c'est des allers-retours de l'une à l'autre, constants. Ça, c'est aussi une nature morte peinte sur contreplaqué, alors là, où les objets sont plus grands que nature. Il y en a une autre qui était beaucoup plus réussie. C'est celle-là, oui. Alors celle-là, c'est quand même un Picasso très typique parce qu'il y a la guitare qui est représentée de face, mais enfin si vous l'analysez, c'est une guitare, il y a la coupe de fruits. Moi, je trouve que celle-là est beaucoup plus belle que celle-ci. Non ? Alors, c'est la petite chouette. On va la poser là. Voilà. Ouais, laissez-le pour le moment. Ouais. Donc, on va la poser là, elle. Il y a une de vos photos, on va y lire maintenant, qui est très jolie. Et je pense qu'elle est très présente dans l'œuvre de Picasso parce que il y a plein de céramiques qui la représentent. C'est ce petit animal de nuit dans la main de Picasso, qui est une chouette. Vous nous la racontez, elle n'était pas grande, elle faisait 15 cm, 20 cm. Toute petite bête, toute jeune. Qui était, hein, oui, qui avait été avait blessée. tombé blessé par un chat, peut-être, qui était tombé au pied de la porte, je l'avais ramassé. Et il faisait noir, enfin il faisait déjà noir. Je l'avais enveloppé dans un linge et je l'ai monté. Et alors on l'a soigné, on a trouvé tout de suite une cage. On lui donnait de la viande à manger, enfin tout ça. Et il est devenu grand, fort et finalement il a fini à Paris, près des Grands Augustins. Cette photo, finalement, là, la chouette, c'est Picasso, très clairement. L'artiste n'est pas là, mais l'oiseau d'Athéna, l'oiseau de la complicité avec Michel Sima, puisque c'est lui qui la trouve et qui lui confie, est mise en scène dans cette photo, placée au centre, au milieu des créations donc, de Picasso, le gobeur, ses outils de travail, le triptyque. Et elle est là dans sa petite cage et elle rayonne. Et en fait, c'est comme si c'était d'une certaine manière Picasso qui était là. Et alors, il était toujours très mal élevé. Ce petit hibou, on essayait justement de le prendre ou d'être aimable avec lui. Et Pablo disait qu'il ne connaissait qu'un seul mot, c'était « merde ». Chaque fois qu'on essayait de lui dire quelque chose, il faisait comme ça, alors on disait c'est merde, il est en train de dire merde. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que Pablo avait un pouvoir sur les animaux parce que là, il s'en va même pas, il s'envole même pas. Dans la journée, on le voit bien, on est en altitude, on est assez haut, donc il y a la mer devant, il y a de l'espace autour, donc on est presque dans une volière dans cette salle. Mais la nuit, c'était vraiment très sombre et du coup, c'était plutôt quelque chose de l'ordre, oui, d'une caverne à la limite. Et quand on pense aux motifs des petits faunes qui reviennent tout le temps à Antibes avec leurs petites cornes, que ce soit sur des dessins, que ce soit les célèbres têtes de faune qu'il a faites à la gouache sur papier ou les petites têtes de faune spiralées, c'est des motifs, ça, qu'on retrouve par exemple dans la peinture pariétale, en particulier dans la péninsule ibérique. Et ça, c'est des choses que Picasso, qui était un homme d'une immense culture, connaissait bien, comme s'il avait fallu aussi que Picasso retourne dans une forme, si vous voulez, d'obscurité pour que de cette obscurité-là, qui était quand même une obscurité de la libération de l'après-guerre, eh bien, puisse naître la plus grande lumière des tableaux d'Antibes qui sont vraiment d'une luminosité extraordinaire quand on les voit aujourd'hui, mais qui sont nés quelque part dans l'ombre.
Pour moi, c'est fascinant, c'est la rencontre de l'outil et de l'artiste. C'est pas du tout du par hasard. Il faut qu'il y ait une finalité là-dedans. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche. L'art, c'est quand même le produit oui, d'un être, d'un temps, d'un lieu et d'un instrument quelconque. À l'artiste de trouver justement l'instrument qui puisse permettre de faire quelque chose de nouveau. Pendant quelques jours, j'avais disparu. Alors, il était étonné que je ne m'en voyant pas. Et moi, je suis retourné un peu à Vallauris pour faire... Un ami m'avait demandé de faire une soupière. Alors, je suis allé, j'ai travaillé, ça m'amusait beaucoup. Bon, nous sommes montés à Vallauris. Je lui montre la soupière. Ça l'a repris le goût, il voulait modeler. Cette année-là, malgré tout, c'est là où on a aussi vu les ramiers pour la première fois. Les ramiers de la poterie Madura, parce que, également toujours avec Sima, Sima, écoutez, il avait une intuition extraordinaire, parce qu'il a quand même prévu que Picasso pourrait peut-être faire de la céramique. C'est assez extraordinaire. Et c'était pas écrit dans les astres, enfin, vous voyez. Picasso a été photographié des milliers de fois par de très très grands photographes. On ne va pas les énumérer, ils étaient tous là. Je trouve que dans la série de ces photographes, ce qui fait le plus des photos de Sima, c'est qu'il y a dans le regard de Picasso, parce que très souvent il regarde l'objectif de Sima, quand Sima le prend en photo, il y a la trace de cette amitié, de cette affection. Et ça, je pense que quand c'est un autre très grand nom de la photo, mais avec lequel les rapports n'avaient pas cette humanité et cette historicité ancienne, Picasso ne pouvait simplement pas avoir ça. C'est ce qui fait aussi la rareté de ces images. Et en tout cas, le fait qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'œuvre de Picasso, quand on s'intéresse à l'homme Picasso, pour moi, elles sont tout à fait spécifiques et tout à fait merveilleuses. Picasso aimait faire des photos lui-même et aimait aussi que les autres fassent des photos. D'autre part, il s'est révélé, parce que Picasso s'y connaissait quand même très bien en photo, il s'est révélé que Michel Sima était un très bon photographe. Alors, raison de plus pour en faire davantage, enfin, je veux dire. Et on voit aussi que certainement, il comprenait la forme, il les sculpte, ça se sent, on sent ces contrastes entre la lumière et l'ombre, etc., et les formes et les ambiances et tout ça. Michel Sima, moi, je considère un très bon photographe. Voilà. Ce qui plaisait à Picasso, c'est que justement, Picasso aimait à s'entourer avec des personnes qui avaient justement quelque chose en eux-mêmes. Et ça, c'est sa Barthès aussi en faune, oui. Donc ça, c'est fin octobre, début novembre, c'est la fin du séjour, de ce premier séjour à Antibes. La peinture qui est née là est une peinture de toute éternité, avec parfois des symboles d'une grande évidence, d'une grande richesse. Et cette nature morte à la sole, à la bouteille et à l'aiguillère, c'est aussi une espèce de déclaration de paix, à l'inverse d'une déclaration de guerre, une déclaration de paix, non seulement à la peinture, mais aussi à l'humanité. C'est trop serré, ça. Bon, c'est pas jouable, c'est trop serré. Donc on ne peut pas mettre de fibrociment là, c'est bien ce qui me semblait. Ok, on la remet là. C'est une sorte d'autel, c'est une sorte de scène, cette nature morte. Il y a ce plan de la table, il y a ce poisson éminemment porteur de symbolique, la sole dans un panier d'osier, et puis il y a l'aiguillère du monde oriental, la bouteille du monde occidental. C'est une espèce de manifeste extraordinaire de paix et d'humanité, ce tableau. Et Picasso est dans cet état d'esprit à Antibes. Une des choses qui me frappait à propos de Michel Sima, c'est qu'il se promenait beaucoup. Et il allait dans les herbes, je me souviens. C'est drôle ce détail des herbes.
parce qu'il aimait se coucher dans l'herbe, être libre. C'était très important, je veux dire. Vous imaginez, après avoir été où il avait été, eh ben, il fallait qu'il marche et il fallait qu'il retrouve des endroits où il y a non seulement du sol, mais enfin, quelques végétations, je sais pas quoi. Il se couchait là, il était bien. Parce que justement, c'était aussi important, puisqu'en fait, il avait survécu, qu'il est aussi... je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle l'amitié de Picasso lui a été précieuse, c'est qu'en l'ayant complètement accepté et remis sur un autre étage, si on peut dire, on lui a renouvelé sa vie en quelque sorte. Lui a renouvelé aussi la nôtre, mais lui, il a été réétabli dans une vie qui commençait, pas une vie qui avait presque fini. Une renaissance, si vous voulez. Il a participé d'un recommencement. Hein. Ça, c'est une chose très importante parce que précisément, presque tout le monde, d'ailleurs, y compris moi-même, moi j'avais toujours pensé que je n'arriverais pas, que je serais certainement morte avant la fin de la guerre. Je veux dire, quand on était dans cette génération-là, votre existence ne valait pas 3 sous. Hein? Parce que si ce n'était pas aujourd'hui, ça pouvait être demain, enfin, etc. Donc je veux dire que c'est là où on a recommencé à vivre. Dans la pénurie complète, la créativité, c'est la possibilité de survivre. Et moi, d'ailleurs, ma génération, c'est ça, franchement. C'est que si on a survécu, c'est qu'on avait été capable, justement, d'imaginer que c'était possible de faire quand même quelque chose. Avec rien, si possible, oui. Il faut quelque chose là, parce que lui, tout seul, il est... Ou alors, l'autre option, c'est de rebasculer le triptyque là, de mettre 2 fibrociments là, ce qui est possible aussi, la joie de vivre et les guerres, sauf que à ce moment-là, quand on arrive, on a le triptyque, oui, ce qu'on avait avant. C'est peut-être bien, mais ça va faire très long, quoi, ouais, ça va faire très linéaire. Ça va faire bizarre, il est rayé, il est... En plus, il est vertical aussi, ça serait mieux d'avoir quelque chose qui soit un peu carré. À un moment, Picasso est parti. Pourquoi? Mais c'est le temps et c'est peut-être un peu moins. Un soir, j'ai rencontré un copain nommé Jean-Louis Model. Il m'a annoncé qu'il partait pour Paris et si je voulais venir avec lui. Enfin, dans l'après-midi, je viens au musée, je dis, je crois que je vais partir pour Paris. Et c'était en novembre, déjà il faisait pas beau. Et enfin, il n'y avait plus de raison de rester là. Moi, je partais, j'ai dit, voilà, on était ensemble. Alors lui aussi, il a pris la décision de partir. Mais, voilà. Une époque était passée. Il y a eu un tour de clé, Michel Sima, et puis les œuvres sont restées là-dedans. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi est-ce que ça appartient maintenant au musée d'Antibes? Il a travaillé ici, donc finalement, le fibrociment, c'est pas lui qui l'a payé. Non, je veux dire, regardez, écoutez, ça appartenait là-dedans, il devait les laisser. Sûrement, il avait déjà son idée de les laisser là. Ah oui. Sûrement. Il n'allait pas emporter du fibrociment, oui. Quelle est la personne qui est responsable au fond de l'existence du musée d'Antibes et de ce que Picasso y a fait? C'est bel et bien Michel Sima, naturellement, avec le concours d'Or de la Souchère. Mais s'il n'y avait pas eu Michel Sima, il n'y aurait rien eu de tout ça. Voilà, ils se sont retrouvés, la chèvre, les clés. En plus, c'est la chèvre qui regarde les clés d'Antibes, c'est fabuleux. C'est beau, hein? Bon, ok, 150.
On fera peut-être 145 dans les salles plus petites, mais en tout cas ici. Ici, il y a du recul, la salle est grande. Comme on était dans un musée d'archéologie, le geste d'Or de la Souchère, c'est pas de tout enlever l'archéologie, pas du tout. C'est d'intégrer Picasso dans sa muséologie au milieu des pièces archéologiques. Et donc, il y a une chose absolument extraordinaire qui, aujourd'hui, serait beaucoup plus difficile à comprendre, mais qui, à l'époque, est totalement inédite quelque part. C'est donc l'irruption de la plus grande modernité, Picasso, dans un contexte et dans un environnement lié à l'histoire la plus ancienne. Oui. Allez. Voilà. Allez, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Non, non, à gauche, c'est vers gauche. Voilà. Voilà. Stop. Non, trop. Voilà, c'est bon, stop. Voilà, là on y est. Voilà. Gérard a totalement raison. Là, on est à 133. Donc, il y a 30 de blanc en plus, visuel. Donc, peut-être que 30 c'est beaucoup, mais peut-être qu'on peut décaler de 20. Picasso a continué à enrichir peu à peu cette collection avec des dépôts successifs. Et Dor de la Souchère, peu à peu, a donné de plus en plus de place à Picasso dans la présentation du musée, tant et si bien que finalement ce qui devait arriver est arrivé. En 1966, la ville a rebaptisé le musée Grimaldi musée d'Antibes, musée Picasso.